Ah, l'Angleterre, le berceau du football. Un pays où naîtra des joueurs légendaires, dont des ballons d'or. Bobby Charlton, Stanley Matthews, Michael Owen, Kevin Keegan, David Beckham. Quoi ? David Beckham est pas ballon d'or ? Enfin, vous avez vu la saison 98-99 qu'il a faite ? Bon, c'est pas grave, on va pas parler de son année 99. Vous préférez qu'on parle de quoi ? De son année 98 ? Pas de souci. Pourtant, elle est pas exceptionnelle. 1998, c'est Arsenal qui est champion d'Angleterre. Et pour le reste, c'est... Ah, très bien, on va parler de ce match. Angleterre-Argentine, Coupe du Monde 1998, carton rouge de David Beckham. Mais avant ça, on va refaire un petit point sur la carrière du Bex. David Beckham fait partie de la fameuse class of 92, la classe de 92. Il faut savoir que la classe de 92, c'est un peu considéré comme la meilleure période où les meilleurs joueurs sortaient de la Masia. C'est-à-dire Iniesta, Xavi, Messi, tout ça, c'est très bien. La class of 92, c'est David Beckham, c'est Nicky Butt, c'est Ryan Giggs, c'est Paul Scholes, c'est-à-dire tous qui ont joué énormément d'années à Manchester United et qui ont permis à Sir Alex Ferguson de faire de Manchester United le grand club qu'il a été. Ça vient de cette class of 92. Et David Beckham, il débute. Il débute lors de la saison 94-95. Alors oui, il a un match de League Cup en 92-93, mais après ce match de League Cup, il joue plus du tout. Du moins jusqu'à 1994. Il joue une dizaine de matchs avant d'être prêté à Preston North End. Mon accent anglais est impeccable. Il y restera jusqu'à la fin de saison et il reviendra lors de la saison 95-96 avec les Red Devils. La saison 95-96, David Beckham joue 40 matchs. La saison d'après, il en joue 49. C'est un des éléments principaux de ce Manchester United. Et l'année d'après, donc 97-98, il en joue 50. Durant ces 3 saisons, il inscrira 8, 12 et 11 buts. Pour quelqu'un qui est ailier à cette époque, avant l'époque Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, être dans ces standards-là, c'est tout à fait bon. Surtout que le scoring n'est pas le poids principal des ailiers à cette époque. C'est surtout centre, tête, passe pour le buteur, et c'est au buteur de marquer des buts. Sachant qu'en plus de ça, David Beckham a toujours été l'un des joueurs avec la plus grande rigueur. Il a une rigueur offensive, mais il a aussi une rigueur défensive. Du coup, Beckham est un joueur incroyable, et de 1995 à 1998, il remportera 2 Premières Ligues, une Coupe d'Angleterre et 2 Community Shield. À l'été 1998, David Beckham participe à la Coupe du Monde en France, et ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sera pas de tourpeau. La phase de poule commence et l'Angleterre se retrouve dans la poule de la Roumanie, de la Colombie et de la Tunisie. Quand on regarde ces 3 équipes, sans vouloir manquer de respect, à part Giorgi Hagi du côté de la Roumanie, on n'a pas l'impression que cette poule va être particulièrement dangereuse pour l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre de 98, ça reste une très grande équipe d'Angleterre, en tout cas avec de très grands joueurs. David Seaman, Sol Campbell, Tony Adams, Gary Neville, Martin Keown, un jeune Rio Ferdinand, Paul Ince, Darren Anderton, Paul Scholes, Alan Shearer, Teddy Sheringham, Michael Owen et David Beckham. C'est quoi cette équipe de fou ? Mais les gars, mais évidemment qu'ils vont passer les poules. Ils ont une équipe d'Angleterre absolument exceptionnelle. Qu'est-ce qui pourrait empêcher cette équipe de passer la phase de poule ? Un mauvais sélectionneur. Alors, je suis désolé, je suis partial sur cette question. Je ne trouve pas que Glenn Hoddle était un bon sélectionneur. Parce que ce fameux Glenn Hoddle considère que David Beckham, qui bon, il est vrai, est en train de devenir une star. C'est le premier joueur qui permet de faire autant de publicité, qui est l'égérie d'autant de marques. C'est devenu une star, plus qu'un joueur de football, pour beaucoup de monde, David Beckham. Donc Glenn Hoddle, au lieu d'essayer de parler directement à son joueur, ou au lieu d'essayer de créer une cohésion d'équipe, se permet d'aller devant la presse et se permet de dire, je pense qu'il n'est pas très concentré sur la Coupe du Monde, il est plus concentré avec le fait de sortir avec une Spice Girl ou de faire des publicités pour des marques de sous-vêtements. C'est une caricature. Mais Glenn Hoddle, t'as pas l'impression qu'il pensait forcément le contraire de ce que je viens de dire. Du coup, moi, à ce moment-là, j'ai 2 questions à lui poser. Premièrement, pourquoi tu en parles à la presse ? Tu dois te préparer pour la compétition la plus importante du monde. L'Angleterre est littéralement un chat noir depuis 1966. Ça fait 32 ans que non seulement vous avez pu remporter la Coupe du Monde, mais vous avez jamais remporté l'Euro non plus. Dire que l'Angleterre est considérée comme une des grandes nations du football, mais ils ont qu'un seul mondial. Donc, il y a déjà une pression énorme parce que c'est l'Angleterre. La pression de la presse, la pression du public anglais et tout, on la connaît, c'est bien pire qu'en France. Et toi, tu vas dire aux journalistes, mon joueur n'est pas concentré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous perdez, c'est la faute du joueur et pas ta faute. T'es sélectionneur. On en reparlera après de ça.
c'est en tout cas le meilleur moyen de mettre à mal physiquement ton joueur et mentalement ton joueur. Physiquement, parce qu'il se posera la question de mais du coup je sais pas exactement ce que je dois faire et tout, etc. Et mentalement, le sélectionneur me croit pas à la hauteur. Mais si t'as un joueur qui se croit pas à la hauteur, comment tu veux qu'il remporte une Coupe du Monde? Et le deuxième point, les sélectionneurs anglais, est-ce qu'on peut en parler? Parce que là on parle de Glenn Hoddle, mais je suis sûr que là, parmi vous qui regardez la vidéo, vous ne saviez pas qui c'était Glenn Hoddle. Peut-être que vous le saviez en regardant le documentaire de David Beckham sur Netflix. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Mais depuis, j'ai regardé tous les sélectionneurs qu'il y a eu. Il n'y en a que 2 qui m'impressionnent. Sven-Göran Eriksson, très grand coach, qui a entraîné pas mal d'équipes, qui a une vraie mentalité. C'est-à-dire que c'est un vrai grand entraîneur. Et le deuxième, c'est Fabio Capello. Fabio Capello, c'était à l'époque ce que pouvait être un Guardiola ou un Ancelotti, c'est-à-dire le meilleur entraîneur du monde. Tu fais pas le malin face à Fabio Capello. Fabio Capello, c'est un vrai monsieur dans l'histoire du football. Mais regardez, les 2 sélectionneurs dont j'ai parlé, Sven-Göran Eriksson, Fabio Capello. Aucun des 2 n'est anglais. Alors, il n'y a aucun problème avec la question des sélectionneurs étrangers, mais regardez les grandes sélections, les top sélections. C'est rare que ce soit un entraîneur étranger qui prenne la tête d'une équipe. Équipe de France, je sais même pas si un jour on a eu un sélectionneur qui n'était pas français. Là aujourd'hui en Angleterre, c'est Thomas Tuchel qui est allemand. L'Allemagne, c'est un sélectionneur allemand. L'Espagne, c'est un sélectionneur espagnol. Le Brésil, oui aujourd'hui c'est Carlo Ancelotti, mais avant c'était quasiment exclusivement des sélectionneurs brésiliens. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'Angleterre a toujours eu des super joueurs, et du coup l'équipe d'Angleterre, les joueurs ne sont pas le problème. Le manque de sélectionneurs capable de gérer la sélection anglaise, qui est un véritable problème pour eux. Et ça a été le cas avec Glenn Hoddle. On va faire une comparaison avec les autres sélectionneurs. Bertie Vogts, je sais pas comment on le dit. Sélectionneur allemand, vainqueur de l'Euro 96, finaliste de l'Euro 92. L'Italie, Cesare Maldini, le père de Paolo Maldini. En tant que sélectionneur espoir, il a remporté 3 Euro espoirs. Brésil, Mario Zagallo, vainqueur de 2 Coupes du Monde en étant joueur en 1958, en 1962. Et vainqueur de la Coupe du Monde 1970 et en tant qu'assistant en 1994. C'est-à-dire que le gars, il a été plus ou moins dans l'équipe du Brésil dans 4 Coupes du Monde remportées. Aimé Jacquet, faut se rappeler qu'Aimé Jacquet était fortement critiqué durant toute la Coupe du Monde. C'est quand même un entraîneur qui a été 3 fois champion de France avec Bordeaux, qui a remporté 2 Coupes de France et qui a été demi-finaliste de la Coupe des clubs champions. Et à côté, on a Glenn Hoddle, aucun fait marquant dans sa carrière d'entraîneur, qui est allé en tant que joueur au plus loin dans la Coupe du Monde, en quart de finale du Mondial 86. Mais après tout, pourquoi pas, tu vois, tu te dis, pourquoi pas. Pep Guardiola, avant d'arriver à Barcelone, il avait aucune expérience non plus, hein, j'ai envie de te dire. Donc, sur un coup de maître, peut-être que Glenn Hoddle peut faire quelque chose. Mais Glenn Hoddle décidera de débuter la Coupe du Monde avec l'Angleterre en mettant David Beckham sur le banc. L'un de tes meilleurs joueurs est sur le banc. Est-ce que tu lui as parlé, mec? Bon, visiblement au début, ça marche. Angleterre-Tunisie, 2-0, but d'Alan Shearer et de Paul Scholes. Tu commences par une victoire, tu bats la Tunisie, qui est peut-être l'équipe la plus faible de ta poule. C'est déjà bien. Deuxième match, t'affrontes la Roumanie. La Roumanie arrive à te battre 2-1. Beckham est encore sur le banc, mais cette fois, il est rentré en cours de match. Ah, il y a 2-1 quand même, t'as perdu, t'es qu'à 3 points. Allez, il reste le dernier match contre la Colombie. Dernier match contre la Colombie, David Beckham est titulaire et l'Angleterre s'imposera 2-0. But de Darren Anderton et de David Beckham. L'Angleterre du coup finira deuxième de sa poule et ils affronteront l'Argentine en 8e de finale. « 30 juin 1998, l'Angleterre affronte l'Argentine en 8e de finale, 12 ans après la main de Dieu. Il y a eu un quart de finale de Coupe du Monde 1986 entre l'Angleterre et l'Argentine. L'Argentine s'imposera 2-1 par un doublé de Maradona. Sauf que l'un des buts que Maradona a marqué, il l'a marqué de la main. L'arbitre ne l'a pas vu, tout le monde l'a vu à part l'arbitre, et on appellera ça la main de Dieu. Ce qui fait que ce match, il a un contexte très compliqué. On commence le match, il y a 2 pénaltys dès le début du match, en 10 minutes. Le premier pour l'Argentine, inscrit par Batistuta à la 6e minute, le deuxième par l'Angleterre, inscrit par Alan Shearer. 2 pénaltys en 10 minutes. C'est quoi ce match? On m'aurait dit Angleterre-Argentine, je pense que le match, moi, je l'aurais regardé, parce que 2 pénaltys en 10 minutes, ça devait être sale sur le terrain. 6 minutes plus tard, Michael Owen inscrit le deuxième but anglais, 2-1, mi-temps. Sauf que non, juste avant la mi-temps, Javier Zanetti réduit le score, 2 partout, on rentre au vestiaire. J'aurais été anglais ou argentin, là, je pense que tu transpires, là,
En fait, tu veux juste savoir. Enfin, t'as même pas envie de savoir qui va gagner. T'as juste envie de te débarrasser de ce match. Parce que de partout, avec 2 pénaltys en 10 minutes, non, c'est le genre de match que, personnellement, c'est trop pour mon petit cœur là. Retour de la mi-temps, et là arrive l'événement qui donne le titre à cette vidéo. Diego Simeone fait une faute sur David Beckham tombe, Diego Simeone avance à côté, voilà, et David Beckham lui donne un coup, une espèce de béquille à l'arrière des jambes. Diego Simeone évidemment se jette par terre. Malheureusement pour les Anglais en tout cas, l'arbitre l'a vu, carton rouge, David Beckham sera exclu du match. Et ce qui est le plus triste, c'est que du coup, David Beckham ne verra même pas la suite de la compétition parce que l'Angleterre se fera éliminer par l'Argentine au tir au but. Et à la fin du match, bon, qui c'est qui parle? Mais c'est notre pote Glenn Hoddle. Alors mon pote, comment ça va? Tu vas bien? Moi ça va et tout. T'as quelque chose à dire aux caméras? Vas-y. Ouais, alors, non, ce que je veux dire, c'est que les joueurs ont été exceptionnels. Oui, mais est-ce que vous pensez pas que le fait que David Beckham ait pris un carton rouge nous a possiblement fait perdre la Coupe du Monde? Ouais, non, tous les joueurs ont été super. C'est sûr que par contre, on peut dire une chose, c'est qu'on a perdu la Coupe du Monde à cause de David Beckham. Ouais, très clairement, il a abandonné l'équipe. Sans lui, on aurait gagné. Peut-être qu'en fait, il faudrait mieux qu'il retourne avec sa Spice Girl, faire des publicités pour des marques de sous-vêtements. Ça tombe bien, moi j'ai envie d'un nouveau caleçon. Encore une fois, c'est une caricature. Mais c'est ça qui en ressort. C'est que le sélectionneur a complètement abandonné David Beckham. Un joueur qui, dans les semaines à venir, sera détruit par la presse anglaise. Je vais vous dire la vérité, je ne sais pas si même avec David Beckham, l'Angleterre aurait pu remporter ce match. C'était un match extrêmement tendu. Tout a été remis sur le dos de David Beckham. Maintenant, est-ce que David Beckham aurait réellement fait la différence durant ce match? On ne peut pas le savoir. Et je remarque quand même que ce qu'a fait Glenn Hoddle, c'est plus ou moins ce qu'avait fait Gérard Houllier avec David Ginola après la défaite contre la Bulgarie en 1993. C'est-à-dire que tu mets tout sur le dos d'un joueur. Mais si David Beckham était sur le terrain, ça ne veut pas dire que vous auriez gagné. Le seul joueur qui serait resté sur le terrain qui aurait pu faire remporter une Coupe du Monde, c'est Zidane en 2006. Je maintiens ce que je dis. Maintenant, est-ce que cet événement est vraiment un événement déclencheur négatif dans la carrière de David Beckham? Moi, je pense le contraire. Je pense le contraire, puisque finalement, la saison 99 de David Beckham, elle est exceptionnelle. Et si David Beckham n'avait pas pris son carton rouge, il n'aurait peut-être pas été aussi bon en 99. Donc finalement, cette question, pour la première fois, on va y répondre, mais de façon différente. On n'a pas à se poser la question de est-ce que l'Angleterre aurait pu remporter la Coupe du Monde 98? Moi, je ne pense pas. Mais que cet événement a été déclencheur pour la suite de la carrière de David Beckham à devenir bon. Donc contrairement à la vidéo qu'on avait fait sur Ronaldo, la vidéo qu'on avait fait sur l'OM de 91, la vidéo qu'on avait fait sur Zidane 2006, si cet événement ne s'était pas produit, on n'aurait peut-être pas eu un David Beckham aussi bon en 1999 et Manchester United n'aurait peut-être pas gagné tout ce qu'ils ont gagné cette année-là. Parce que la saison 98-99 de David Beckham, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est 55 matchs, 9 buts, 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais surtout, ils sont vainqueurs du premier triplé d'Angleterre. Des triplés en Angleterre, il n'y en a eu que 2. Il y a eu celui de Manchester City en 2023 et celui de Manchester United en 1999. C'est les 2 seuls clubs à l'avoir fait. Liverpool ne l'a jamais fait, Chelsea ne l'a jamais fait. Et le premier à l'avoir fait, c'est United. Et en plus, parlons de cette finale de Ligue des Champions, finale qui les oppose face au Bayern Munich. C'est l'une des plus grandes finales de l'histoire du football. Le Bayern mène 1-0 durant tout le match. Tout le match. Fin de match, corner. Qui tire le corner? David Beckham. Qui marque? Teddy Sheringham. Prolongation, deuxième corner, encore David Beckham, deuxième but d'Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United gagne 2-1 grâce à 2 actions de David Beckham. Et en 1999, David Beckham n'est pas Ballon d'Or. Rivaldo est Ballon d'Or et pas David Beckham. Et à ce moment-là, Rivaldo le dira lui-même, il est plus facile de récompenser des attaquants que de récompenser des ailiers de l'époque, voire milieu de terrain. David Beckham était tout près du Ballon d'Or. C'était un artiste, pas au sens d'un Ronaldinho, d'un Zidane, d'un Cristiano Ronaldo, d'un Lionel Messi, mais ça restait un artiste, un joueur capable de mettre son jeu au service de son équipe. Et peut-être que sans son carton rouge, il aurait quand même remporté ses trophées, mais est-ce qu'il l'aurait fait de façon aussi exceptionnelle? Rien n'est moins sûr. Faut savoir que les difficultés et les moments durs, ça permet soit d'abandonner, soit de montrer qu'on est meilleur.
Michael Jordan, il avait perdu 3 saisons d'affilée contre les Pistons de Détroit avant de pouvoir remporter son premier titre. Il arrive durant la saison 84-85, son premier titre est en 1991. Paris a attendu 14 ans après l'arrivée des Qataris avant de remporter sa première Ligue des Champions. Les clubs français ont attendu 38 ans avant de pouvoir soulever la Ligue des Champions. Marseille en 93. Le Stade de Reims a perdu 2 fois en finale. Puis il y a eu les poteaux carrés de Saint-Etienne. Le traumatisme de 1991, et puis la consécration en 1993. L'échec de Monaco en 2004, l'échec de Paris en 2020, et puis la plus belle finale que j'ai vue de ma vie en 2025. Ça, c'est notre histoire. Et bien celle-ci, c'est l'histoire de David Beckham.